Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Vous l'avez sûrement vu passer, c'est une nouvelle plutôt historique. Emmanuel Macron a annoncé, a provoqué la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans ce contexte, je me suis dit que ça serait un peu cool de vous préparer, de vous cook comme ça, une petite vidéo sur un phénomène politique assez unique au monde et qui est quasiment propre à la France et qui pourrait découler de cette dissolution. Je parle bien sûr de la cohabitation politique. Alors la cohabitation politique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça bouffe le matin? Qu'est-ce que ça bouffe le soir? À quoi ça sert? Eh bien j'espère qu'après cette vidéo, vous en saurez un peu plus. Alors, on va commencer par définir les termes. La cohabitation, c'est quand le Premier ministre, qui est donc le chef du gouvernement, et le président de la République, qui est le chef de l'État, n'appartiennent pas au même parti politique. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la cohabitation. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche, et à bientôt. Non, c'est pas seulement ça bien sûr. Le président, comme vous le savez, il est élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire que tous les 5 ans, les Français vont prendre 5 minutes de leur dimanche pour aller voter pour un mec qu'ils vont scoltiner, qu'ils vont détester pendant 5 ans. Le Premier ministre, lui, il est nommé par le président, et c'est d'ailleurs un pouvoir qui est propre au président. Et donc il y a deux cas de figure globalement. Le premier, c'est lorsque l'Assemblée nationale, donc les députés, sont majoritairement du même bord politique que le président de la République, donc appartiennent à son même parti. Et donc là, à ce moment-là, le président a les mains libres pour pouvoir vraiment nommer son Premier ministre. Il peut vraiment nommer qui il veut. Et c'est quasiment tout le temps le cas parce qu'en fait, les élections législatives ont lieu un mois et demi ou un mois à peu près après les élections présidentielles. Et donc, il y a un peu une certaine logique de voter pour des députés qui appartiennent au même parti politique que le président. Parce que sinon, pourquoi avoir voté majoritairement pour ce président et ne pas lui donner la capacité de gouverner? Bon, je sais que là, je pourrais ouvrir un débat de long, large et en travers, mais c'est pas vraiment le but de la vidéo. L'autre cas de figure, c'est l'Assemblée nationale, donc, qui n'est pas du même bord politique que le président de la République, c'est-à-dire qu'il y a un autre parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Ce qui est admis, mais pas obligatoire, c'est que le président désigne un Premier ministre issu de cette majorité-là. Cette cohabitation, au vu du calendrier électoral qu'on a actuellement, elle a lieu lorsqu'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que, selon l'article 12 de la Constitution, le président de la République va se lever un matin et va se dire « Tiens, je vais mettre 577 personnes au chômage et ça va me divertir ». Bien évidemment que non, ça ne se passe pas exactement comme ça. C'est plus quand le président dénote un dysfonctionnement entre la représentation à l'Assemblée nationale et ce que veut le peuple français. Par exemple, au hasard, il y a des élections européennes qui s'organisent et puis le parti présidentiel arrive deuxième, mais deuxième loin derrière un autre parti qui n'a à peu près pas grand-chose à voir avec le parti présidentiel. Ah bah, peut-être qu'il y a un petit dysfonctionnement. Et donc, on va voir ce que ça donne dans les urnes. Bien évidemment, tout ça est fictif. Hop hop hop, petite pause. Alors techniquement, il y a un troisième cas de figure qui est possible. Il est possible qu'aucun parti ou alliance préélection, c'est-à-dire plusieurs partis qui s'allieraient avant les élections afin de prendre le pouvoir ensemble, n'ait de majorité absolue, c'est-à-dire 289 députés minimum. Si c'est le cas, la désignation du Premier ministre, mais aussi la nomination des ministres ou encore tous les projets de loi ou tout ce qui serait voté à l'Assemblée nationale, tout devrait se faire à base d'alliances et de compromis entre le parti majoritaire, donc celui qui aurait simplement le plus de sièges, et les autres. Dans ma vidéo, je me suis concentré uniquement sur les cohabitations qui ont eu lieu, et dans la Ve République, il n'y a eu que des cohabitations avec des majorités dites absolues, c'est-à-dire un parti ou une alliance de partis ayant plus de 289 députés. Analyser une cohabitation avec une majorité non absolue, ça serait faire de la spéculation, non pas sur des faits, mais sur des prédictions, et ça, c'est pas tellement le but de la vidéo. Voilà, c'est tout, on reprend. La France, elle a connu 3 périodes de cohabitation. Il y a eu la première de 1986 à 1988 avec comme président Frédéric Mitterrand et comme Premier ministre Jacques Chirac. Il y en a une deuxième entre 1993 et 1995 où Fredo a remis le couvert et donc il y a une cohabitation entre Frédéric Mitterrand et cette fois-ci Édouard Balladur. Et une dernière cohabitation donc pour l'instant qui a duré elle 5 ans de 1997 à 2002 qui avait comme président Jacques Chirac donc et Lionel Jospin donc un Premier ministre de gauche. Alors, à première vue, on pourrait se dire qu'une cohabitation, c'est une super bonne nouvelle, parce qu'on a un président d'un bord et un Premier ministre de l'autre, ce qui veut dire que la grande majorité des Français sont représentés, et que ça va forcément pousser à des compromis. Eh bien, pas vraiment. Déjà parce que ça va créer des tensions majeures au sein du gouvernement.
et plus il y a des tensions au sein du gouvernement, moins ça se passe bien. Concrètement, une fois le parti majoritaire qui est désigné donc par les Français, celui-ci va désigner une personne pour dire c'est lui notre champion, c'est lui notre Katniss, c'est lui qu'on envoie dans l'arène. Celui-ci, il a l'entière, et je dis bien l'entière liberté de former un gouvernement. Sauf, parce qu'on est en France et donc il y a des exceptions pour tout, pour 2 ministères. Il s'agit du ministère des Armées, parce que le président de la République reste l'unique chef des armées. Et le ministère des Affaires étrangères, parce que tout ce qui relate à la diplomatie, à la représentation extérieure et internationale de la France, c'est une prérogative aussi du président de la République et uniquement du président de la République. Le Premier ministre peut vraiment former son gouvernement. Donc il peut créer des ministères ou en défaire. Il peut réduire le ministère de la Culture, voire carrément le supprimer. Il peut mettre tout dans l'économie. Il peut enlever le ministère de l'écologie ou voire en mettre un beaucoup plus gros. Il peut globalement pas mal faire ce qu'il veut. Donc, un des énormes pouvoirs du Premier ministre, c'est qu'il a l'initiative des lois. Parce qu'en France, il y a globalement que 2 manières qu'une loi naisse ou en tout cas arrive à l'agenda de l'Assemblée nationale. Soit c'est des députés qui la proposent, soit le Premier ministre a l'initiative des lois. Et oui, le président de la République ne peut pas dans son bureau décréter des lois ou tout simplement dire on va faire voter cette loi. Et bien le Premier ministre, il peut vraiment un peu faire ce qu'il veut. Il peut un peu proposer les lois qu'il veut. Et s'il est majoritaire, donc s'il a la moitié de 577 plus un député, et bien littéralement il pourrait techniquement faire passer énormément de lois. Bien sûr, il reste la navette parlementaire, c'est-à-dire que toutes les lois doivent être après soumises au Sénat, mais c'est l'Assemblée nationale qui a toujours le dernier mot. Donc le dernier garde-fou réel qui existe est le Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est un super garde-fou? Je ne sais pas, peut-être qu'on fera une vidéo aussi dessus, mais en tout cas c'est celui qui est censé dire que la loi est conforme à la Constitution, oui ou non. D'ailleurs, lors de la première cohabitation, donc celle de 1986 à 1988 avec Mitterrand et Chirac, c'est allé vite. Il y a eu des privatisations, une réforme électorale, mais aussi une réforme de l'audiovisuel à base de privatisation. Est-ce que ça vous rappelle un certain programme? Peut-être. Mais rapidement, le président, en fait, Mitterrand, va refuser de signer les ordonnances. Alors, une ordonnance, qu'est-ce que c'est? C'est pas le président qui va voir un médecin pour se mettre en arrêt maladie. Pour pas rentrer dans un cours de droit un peu chiant, c'est un raccourci administratif qui permet l'application d'une loi temporairement. Et elles sont votées par l'Assemblée nationale et signées par le président. Donc, dans le cas d'une cohabitation, le Premier ministre, il peut demander, il va avoir le soutien globalement de son Assemblée nationale pour mettre cette ordonnance-là sur la table du président. Mais le président peut techniquement, même il n'est pas techniquement, il peut tout simplement refuser de signer ces ordonnances-là. Donc après là, on rentre dans un jeu d'ego, qui va craquer, quels sont les moyens de pression, etc. Donc ça crée des ralentissements et surtout ça renvoie une assez mauvaise image du gouvernement. Donc ça crée des maxi-tensions au sein du gouvernement. Globalement, ça peut pas très bien se passer. Ça peut aussi être un peu fade et ça c'est la deuxième cohabitation, donc celle de 1993 à 1995 avec Balladur et Mitterrand, mais il y avait un contexte particulier. Mitterrand, lui, ne pouvait pas se représenter. Donc forcément, ça a poussé à être en sorte qu'il soit moins agressif avec son Premier ministre parce qu'il n'aurait pas de bilan à défendre. Et donc, ça a pas mal apaisé les tensions et notamment, d'ailleurs, cette cohabitation, on l'a appelée la cohabitation de velours. Comme c'est poétique, les mecs sont partis en date. Pour la troisième et dernière cohabitation, ça a été la plus longue parce qu'elle a duré de 1997 à 2002, donc 5 ans, et ça a été la plus productive. Et ça a été surtout celle où le Premier ministre finalement a réussi à faire le plus de choses qu'il voulait. Parce que c'est un Premier ministre de gauche, donc, et un président de droite. On a notamment eu la réforme des 35 heures, l'instauration de la couverture maladie universelle, donc la CMU. On a aussi eu l'instauration du concept de police de proximité, donc qui est aussi un concept qui est encore aujourd'hui très cher à une certaine gauche, et on a gagné la Coupe du Monde. Bon, ça n'a pas grand chose à voir a priori avec la politique. Quoi qu'on en dise, ce sont des grosses réformes. Ce sont des réformes assez majeures. Et pour ce mandat, on se rend compte que la majorité des grandes réformes ont été portées par la gauche et donc par le Premier ministre. Et quand je dis grande réforme, je parle en termes de taille, pas en termes d'aspect moral. Ça, c'est à vous de faire votre propre jugement. D'ailleurs, pour le fun fact, cette cohabitation a eu un scénario qui ressemble un peu à celui qu'on est en train de vivre actuellement, si vous regardez la vidéo quand elle sort, parce que, quand bien même il n'y avait pas eu forcément les élections européennes qui ont déclenché ça, Jacques Chirac voulait, en fait, au bout de 2 ans de mandat, il s'est dit, je suis pas assez confortable dans ma majorité, j'ai besoin d'avoir plus de gens et j'ai besoin d'avoir vraiment le sentiment que les Français sont derrière moi. Donc je vais faire une dissolution de l'Assemblée nationale et ils vont me donner beaucoup plus de députés. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Énorme flop, il a perdu des sièges
et la gauche s'est hissée au pouvoir. Et d'ailleurs la gauche, pour réussir ce pari en fait, parce que c'était un véritable pari, là où Chirac a raté son coup de poker, a fait une alliance. Ils ont fait une sorte de front populaire, mais ils n'ont pas eu l'audace de l'appeler le Front populaire, ils ont appelé ça la gauche plurielle, parce que c'est la gauche avec tous ceux qui se rattachent à eux. L'autre point que je voulais aussi aborder dans cette vidéo, c'est l'impact sur les futures élections. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait à peu près comment ça se passe une cohabitation et qu'on a compris le fonctionnement, on peut se demander, ok, mais post-cohabitation, est-ce que les mecs qui sont à la tête de cette cohabitation-là, ils s'en sortent? Est-ce que les présidents, s'ils ont la capacité, peuvent être réélus? Oui ou non? Eh bien, pour les 3 premiers ministres sortant, ça se passe pas bien. Sur les 3 premiers ministres qui ont été les premiers ministres de cohabitation, les 3 se sont présentés à la présidence et les 3 ont perdu leur campagne. En 1988, donc, Jacques Chirac perd contre Mitterrand, avec notamment cette fameuse punchline que Mitterrand va lui lâcher et qui va entériner le débat tout de suite. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité, et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Et c'est notamment parce qu'aussi Mitterrand a fait campagne sur le fait que la situation dysfonctionnelle du gouvernement était entière due à la mauvaise volonté de Jacques Chirac. Et puis pour plein d'autres raisons, parce qu'une élection, elle ne se joue jamais qu'à un seul facteur, mais je vous en donne un pour vous donner une idée. En 1995, Balladur, bien que Mitterrand ne puisse pas se représenter, il va perdre face à Jacques Chirac. Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de primaire au sein du RPR, donc l'ancien UMP, donc l'ancien LR. La tradition, entre guillemets, la logique voudrait que ça soit le gars qui a exercé le pouvoir le plus récemment. Il avait une très bonne cote de popularité et il avait un bilan à défendre et il n'aurait pas à le défendre face au président. Donc, et c'est ça qui avait pas mal coûté donc la victoire à Chirac. Sauf que Chirac, il est sorti d'outre-tombe et il a dit: oh les gars, moi je me suis déjà présenté 2 fois je me suis pris un tollé, moi aussi j'ai été Premier ministre, donc vous allez vous servir une bonne Corona bien froide et bouffer des pommes parce que moi je vais me présenter. Donc la tollé, division au niveau du RPR, les mecs savent plus où se mettre, 2 camps, et Chirac réussit pour le coup là son coup de poker, son tour de force de battre Balladur au premier tour de l'élection présidentielle et de finir président de la République. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il s'est senti en mode moi je vais dissoudre l'Assemblée nationale et ça va bien se passer. En 2002, c'est le pire scénario possible pour Jospin. Vous vous souvenez, la gauche plurielle. Alors, c'est pas à l'intérieur de son propre parti que ça va mal se passer parce qu'il va être le candidat de la gauche, mais non seulement il va perdre, il ne va pas réussir à se qualifier au second tour, il va se faire dégager par Jean-Marie Le Pen, donc le président du Front National, qui aujourd'hui est le Rassemblement National. Et d'ailleurs, ça a été meurtrier pour Lionel Jospin parce que vraiment, il s'est retiré de la vie politique, il a essayé de revenir, ça n'a pas vraiment marché, voilà. Donc, pour le moment, si l'histoire nous apprend quelque chose, pour l'instant, ça a l'air d'être un poste maudit, c'est-à-dire que le Premier ministre sortant de la cohabitation, à part si le prochain écrira l'histoire, il ne sera pas élu en tant que président de la République. Ça ne veut pas dire que le parti n'est pas en mesure, lui, d'élire un candidat. Je vous renvoie encore une fois à Balladur-Chirac. Balladur a perdu, mais le parti a gagné. Donc, la cohabitation, c'est quand même une période de forte tension avec une certaine prévalence pour le Premier ministre qui a quand même, on dirait, un peu plus de liberté de pouvoir mener la politique qu'il entend, là où le président va être globalement un peu plus limité. Bien évidemment, ça dépend du contexte général, ça dépend du contexte aussi international, ça dépend aussi tout simplement de la personnalité des 2 personnes. Est-ce qu'elles sont capables de s'entendre? Est-ce qu'elles ont des égos surdimensionnés? Est-ce qu'elles peuvent se représenter? Il y a plein de choses à prendre en considération, mais si on tire les grandes lignes des 3 cohabitations précédentes, c'est ça qu'on apprend. Alors ça peut vous donner évidemment des petites perspectives d'avenir. Donc voilà, ça fait pas mal le tour pour cette vidéo. Moi je serais quand même curieux de savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que la cohabitation c'est un bon système politique? Est-ce que tu penses qu'on peut mener des grandes politiques? Est-ce que tu penses aussi qu'on va tomber en cohabitation? Partage-moi toutes tes réflexions en commentaire. Moi je vais tous les lire, c'est sûr, avec grande attention parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment et qui me passionne. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne, bien évidemment ça me fera très plaisir, et de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Merci vraiment à tous et à toutes d'avoir regardé toute la vidéo et d'être resté jusqu'à maintenant. Je vous dis un grand merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo.